merci d'être sur Go Radio et Go TV pour cette tribune consacrée essentiellement à la dette intérieure commerciale et particulièrement au remboursement des arriérés intérieurs commerciaux et sociaux dus par l'État aux opérateurs économiques. À cette tribune, nous recevons la commission du secteur privé conduite ici par Paul Nestor Mwandibindinga. Il est en même temps président du Congrès des entreprises du Congo. Assisté donc par Didas Boussassou Didas, qui est le vice-président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture et des métiers de Brazzaville. Nous avons également Mpou Manka Basile, il est vice-président de la Cogepaco. Enfin, nous avons Ange Ndjoulafoy, il est vice-président des Copeco. Au cours de cette tribune, évidemment, nous allons parler, comme je vous l'ai dit, de la dette intérieure, une question très importante, très cruciale au regard de tout ce qui se passe sur le terrain. Alors, je vais ouvrir le bal par Nestor Mwandibindinga, Monsieur le Président, en conduisant cette délégation. Est-ce que vous pouvez ici nous confirmer que vous avez reçu la légitimité de la commission du secteur privé? D'abord, merci beaucoup Monsieur Martin Mvo pour cette tribune organisée spécialement pour que nous, en tant que représentants du secteur privé, nous puissions nous exprimer sur la question de la dette intérieure. La légitimité, oui, nous avons la légitimité de conduire les négociations avec le gouvernement. Ceci s'est passé à la Chambre de commerce en présence de tous les acteurs du secteur privé, et à la tête duquel le président Paul Obambi. Et donc nous avons reçu donc mandat du secteur privé pour négocier au profit des créanciers la question de la dette intérieure avec le gouvernement. De qui détenez-vous cette légitimité? Bien évidemment, de l'ensemble des syndicats patronaux et la Chambre de commerce, n'est-ce pas? Et ça s'est passé au cours d'une grande réunion convoquée par le secrétaire permanent de concertation publique-privée. Et à cette occasion, j'ai été choisi par les pairs pour négocier avec, je ne suis pas seul, je suis accompagné justement de la Chambre de commerce qui est représentée ici par le président Didas Boussassou, par le vice-président de la Chambre de la Cogepaco et par le Copeco. Donc nous avons constitué une task force pour défendre les dossiers de la dette intérieure. Voilà, donc nous sommes légitimes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, dette intérieure, question cruciale, je l'ai dit. Depuis quelque temps, effectivement, vous menez des démarches en vue de l'aboutissement heureux de ce dossier. Et dites-nous aujourd'hui à quelle étape vous êtes. Bon, il faut rassurer l'ensemble des opérateurs économiques que la commission, depuis qu'elle est mise en place, travaille d'arrache-pied à la recherche des solutions portant sur le paiement de la dette intérieure. Nous avons travaillé avec la primature, au cours duquel des séances de travail, nous avons eu des séances avec la primature. Nous avons également travaillé directement avec le ministre des Finances, avec lequel nous avons donc présenté toute la situation de la dette intérieure, et à la suite duquel un comité, une commission a été décidée d'être mise en place afin que le secteur privé et le secteur public puissent réfléchir, discuter sur les grandes questions que nous avons posées au ministère des Finances. Donc on peut déjà vous rassurer que la commission est en train de travailler avec les pouvoirs publics en mettant en exergue le dialogue, la concertation comme moyen de recherche de solutions. Je pense que au niveau où nous en sommes, nous attendons la publication du comité, de la commission qui a été déjà proposée au niveau du ministère des Finances, et je crois que dans les jours à venir, une décision va être prise pour l'effectivité de la mise en place de ce comité. Merci beaucoup. Alors, dans votre document daté du 24 octobre 2023, vous avez épinglé un certain nombre de points, et là je vais m'adresser à M. Boussassou, lui qui est de la Chambre de commerce. Plusieurs points ont été soulevés dans ce document, et j'aimerais ici citer par exemple le décret 2023 où
l'unanimité, si vous voulez, au sein de la commission secteur privé avec le gouvernement. Ça ne semblait pas vraiment faire, comment dire, la confiance entre les deux parties. Dites-moi, qu'est-ce que vous reprochez à ces documents, sinon à ces décrets? Bien, monsieur, nous vous remercions de nous recevoir dans votre plateau et solidairement avec le président Paul Nestor Mandivi, nous présentons à votre plateau, c'est surtout pour éclairer la lanterne de tous nos collègues, entrepreneurs, chefs d'entreprise, acteurs économiques nationaux sur cette question de la dette intérieure commerciale et sociale aussi. Vous savez, lorsque vous êtes en face d'un décret qui a été enregistré au journal officiel et publié, il fait et devient force de loi. Et à ce titre, il s'impose à tout le monde. Il s'impose au secteur public d'en assurer l'exécution, mais il s'impose aux acteurs du secteur privé qui, eux, en sont des bénéficiaires parce que c'est ce cadre qui est censé gérer la corrélation entre le secteur public et le secteur privé. Ici, nous revenons dans le cadre de l'exécution des marchés. Le décret dont vous avez fait allusion, lui, celui de 2009 bien sûr, il institue en République du Congo un cadre, je dirais juridique et réglementaire qui permet à l'État d'organiser, de passer la commande publique et ensuite le même décret, donc la même loi qui institue le code de procédure de passation des marchés en République du Congo, il informe les acteurs économiques, les prestataires de services, de travaux, que nous sommes les conditions dans lesquelles doivent s'exécuter la commande publique. Ça veut dire que cette loi qui a été enregistrée, publiée, qui a connu son début d'exécution, ne devrait plus faire l'objet d'un débat contradictoire, d'un cadre d'exécution des marchés en République du Congo. La naissance de ce décret est due au fait que, avant son arrivée, les marchés qui étaient réalisés dans le cadre de la commande publique se faisaient de gré à gré. Et l'exigence de l'instauration d'un code de procédure et de passation des marchés publics en République du Congo était, en son époque, une exigence de nos partenaires stratégiques, bailleurs de fonds, Banque mondiale et FMI. Donc, lorsque le Congo se dote d'un tel décret, d'une telle loi, elle doit simplement connaître son exécution telle que les clauses internes à ce code le stipulent. Et nous avons l'impression, depuis un certain moment, que l'une des deux parties, le secteur public et le secteur privé, l'une des deux parties, l'un des partenaires, a du mal à respecter l'exécution de cette loi. Voilà le problème qui aujourd'hui fait la tristesse dans le camp du secteur privé. Oui, monsieur pardonnez que je vous... alors, vous parlez de l'autre partenaire ou de l'autre partie. Ici, on fait allusion au gouvernement. Dites-moi, quelle est la disposition de ce décret où vous supposez qu'il est violé plutôt par le gouvernement, par l'État? Il faut pour être clair. Est-ce que dans ces décrets qui contiennent peut-être tant d'articles, quel est réellement l'article ou la disposition qui a été violée par le gouvernement? J'étais en train de vous dire justement que les pouvoirs publics, dans leur mission régalienne de régulateur
je dis bien de régulateur, de toutes les lois. Parce que c'est au gouvernement que revient la responsabilité de faire respecter les lois. Les lois ne sont pas votées ou ne sont pas décrétées pour qu'elles soient plutôt du jour au lendemain foulées aux pieds. Le Congo dispose d'un code de procédure de passation de marché qui, nous l'acceptons, doit connaître des revues d'amélioration, mais pas de contradiction, pas de rejet ou d'annulation du premier décret qui est la matrice principale. Et ce que nous constatons, c'est quoi? Nous, les acteurs économiques congolais, nous décrions simplement le mécanisme qui crée la dette. Nous ne sommes pas contre le cadre juridique contenu dans le code de procédure des passations des marchés publics. Il faut bien donner la chance à tout le monde et surtout aux meilleurs. Le code de procédure de marché, le code de procédure et de passation des marchés publics vient mettre de l'ordre là où il y avait gré à gré. Le gré à gré, ça veut dire quoi, monsieur le journaliste? Je pouvais être, moi, au sein de l'administration publique, je veux passer une commande publique, je peux appeler monsieur Paul Nestor Mwandibi en tant que chef d'entreprise, dans un café, lui dire, écoutez, je vous attribue tel marché. Il n'y a pas eu compétition, il n'y a pas eu dossier d'appel d'offres, il n'y a pas eu compétition, il n'y a pas eu concurrence et il n'y a pas eu égalité de chance dans cette procédure, dans cette méthode. C'est en cela que le code est venu réparer ces manquements, ces absences, pour donner la possibilité aux meilleurs, je dis bien aux meilleurs, non seulement de se conformer devant cette loi qui s'impose à tout le monde, mais aussi de permettre que ceux qui ont la compétence, l'expertise, puissent exceller dans la réalisation du protocole d'accord qui est en fait le marché d'adjudication, le moyen par lequel le marché est attribué. Donc, face au code, on a le mérite. Hier, c'était le gré à gré, il n'y a pas de mérite. C'était une affaire de copain-copine, de copinage, on va dire. Mais aujourd'hui, on dit tout le monde doit être au même piédestal. Par appel d'offres, c'est ça? Par appel d'offres, exactement. Et c'est ça, justement, l'un des grands progrès, je voulais dire plutôt, l'un des grands progrès de l'arrivée de l'institution de ce code. Mais celui qui institue le code, celui qui édicte les règles, devrait être le premier à les respecter. Absolument. Hélas, que dans notre pays, deux fois, nous oublions que hier, nous avions pris une loi, qu'aujourd'hui, la même loi est face à nous, nous mettons en difficulté, nous voulons la renier. Mais on ne peut pas recréer une roue qui a déjà été créée, qui a commencé déjà à rouler et à fonctionner. Voilà, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, la détresse des acteurs économiques congolais, c'est de dire que notre État, les pouvoirs publics, doivent commencer à respecter ce que nous décidons ensemble et collégialement. Merci. Monsieur Deloufoua, quel est votre commentaire sur... Basile pour mon camp. Basile, qu'est-ce que je... Excusez-moi. Oui, monsieur Basile, un commentaire sur ce qui vient d'être dit. Mais disons que, comme vient de le dire le président Bosassou, le regret est lequel? C'est que justement, l'État congolais qui a pris ces textes, qui a voulu que nous les utilisons, a été le premier à les fouler à pied. Comment? Le décret 2009-156 du 20 mai 2009 portant code des marchés publics a des obligations reparties entre les parties. Si moi, commerçant, moi, vendeur, je viens avec la marchandise, j'honore, je fournis la marchandise, je donne tout ce qu'il faut, je fais tout comme recommandé par cette loi. Qu'est-ce qui le revenait à l'État? C'est de me payer pas plus que dans les 90 jours qui suivaient. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Plus de 90 jours après, l'État n'a jamais payé. Et comme tel, l'État donc a foulé au pied ce décret. C'est ça ce que nous dénonçons. Et
Une fois cela dit, qu'est-ce que l'État fait? Cela finit par se constituer en dette, c'est ce que nous parlons aujourd'hui. Et l'État, pour résorber cette dette, pour nous la payer, qu'est-ce qu'il faut? L'État vient, nous dit que je suis allé, compte tenu des difficultés, je suis allé m'entretenir avec le FMI, et comme tel, la dette là, ce que je vous dois là, désormais, on vous la paye avec des cotes. Soit de 25%, 35%, 66%. Ça, c'est le décret 2023. Et ça, c'est à la guise, c'est l'État qui le fait de fait. Mais l'État, pour le dire, ne nous a pas consultés, puisque nous sommes partie prenante dans le décret 2009-156 du 2009 portant code de marché public. Donc c'est un peu ça le hic. Donc, il faut dire qu'il y a là l'État qui n'a pas respecté son obligation. Parce que le marché, c'est un contrat. Un contrat entre une entreprise et l'État congolais, sur la base d'un appel d'offres lancé par l'État en fonction des besoins de l'État. Parce que nous accompagnons l'État dans la réalisation de son programme. Alors, si l'entreprise, dans le cadre du contrat, a réalisé les travaux conformément au marché, l'État, de son côté, a l'obligation de payer le prix. Le problème, c'est celui-là. Dans le marché, lorsqu'il est conclu un montant donné, l'État doit respecter sur les 90 jours. C'est ça le problème. Alors, il semblerait, et c'est ce que nous constatons, ça devient comme une pratique. Lorsque le Trésor public n'est plus en même de payer notre dette, il envoie la CCA. Et lorsque ça arrive à la CCA, qu'est-ce qui se passe? On nous impose des cabinets d'audit pour contrôler. Il y a un problème. C'est pour cela que la commission qui a été mise en place va regarder avec le gouvernement, comme avec le président Bossassou, la mécanique qui produit régulièrement la dette. Pourquoi chaque année, on doit imposer aux entreprises des contrôles sur contrôle, alors que ces dossiers passent régulièrement par la chaîne de la dépense. Alors nous, au niveau secteur privé, nous mettons le dialogue, la concertation, les échanges directs avec le gouvernement, afin que nous puissions arrêter cette mécanique qui produit la dette et qui tire les entreprises vers le bas. Tenez, alors avec des taux de décote de 66%, aucune entreprise ne peut se relancer, monsieur le journaliste. Ça a été décidé unilatéralement ou... De façon unilatérale. Vous avez constaté que les syndicats patronaux, la chambre de commerce, le comité de concertation, nous sommes retrouvés, on a examiné, on n'a jamais été consulté pour cela. En réalité, pour mettre en place une loi, on doit consulter les ayants droit. Parce que l'État nous doit de l'argent. Vous comprenez? Et donc, nous allons en négociation avec notre partenaire qui est l'État, pas pour aller en triomphaliste, non. Comme a dit le président, il y a eu un décret qui a été signé par le président de la République. Nous allons regarder les mesures d'accompagnement, n'est-ce pas, les mesures d'accompagnement, revoir, parce qu'il y a 3 possibilités qui sont offertes aux entreprises, il y a 66%, 35%, 25%. Nous allons regarder beaucoup plus le côté 25%, ce qui peut arranger les entreprises, parce que nous sommes surendettés vis-à-vis des banques, nous sommes surendettés vis-à-vis de nos fournisseurs. Et depuis plusieurs années, les entreprises, nos travailleurs ont porté plainte, ont gagné des procès au niveau du tribunal du travail. Nous ne sommes plus capables de relancer nos activités. Tenez, monsieur le journaliste, même ceux qui ont été payés dans le cadre des marchés de 50 millions et de 80 millions, aucune entreprise n'a pu se relancer. C'est pour cela que la question du paiement de la dette intérieure est une préoccupation du secteur privé et devra l'être aussi pour les pouvoirs publics. Vous, monsieur le président, une fois de plus, je vais quand même insister sur vous. Vous savez qu'en matière de négociation, l'une ou l'autre partie va toujours accepter des concessions. Est-ce que vous êtes prêt à faire des concessions avec le gouvernement? Bon, je pense que les concessions, oui, il faut d'abord qu'on commence à travailler ensemble. Parce que pour le secteur privé, nous allons avec l'objectif que toutes nos revendications trouvent solution. Quitte au gouvernement de nous présenter les moyens de leur défense. Parce que nous voulons bien que les dossiers en attente les dossiers des audits de réclamation soient traités. Nous voulons bien que les dossiers de l'emprunt obligateur soient payés. Nous voulons que les dossiers du club de Brazzaville soient payés. Nous voulons que les dossiers de 2012 soient payés et que l'ensemble des créances soient pris en compte des paiements.
C'est pour cela que nous avons accueilli avec satisfaction la mise en place de cette commission et nous félicitons le ministre des Finances pour l'avoir accepté. Donc, ce sera là le moyen pour les entreprises d'échanger avec le pouvoir public, c'est un dialogue, pour qu'enfin nous puissions arriver à trouver des solutions idoines à la question de la dette intérieure. Tenez, 5 milliards, c'est peu, mais c'est déjà quelque chose pour le mois de mars. Prévu les bonnes volontés. Il y a déjà une volonté du gouvernement à payer, mais nous trouvons que c'est peu, mais il y a déjà une volonté. Mais au niveau de la commission, nous allons étudier tous les moyens possibles pour que les entreprises soient allégées dans leurs difficultés. Nous souffrons énormément. Nous souffrons énormément, les gens semblent ne pas faire attention. Oui, M. Moussassou, peut-être un complément. Oui, si le président me permet, monsieur le journaliste, je voulais simplement dire que vous parlez de la question de concession. Il faut déjà se retrouver entre partenaires autour d'une table. Et lorsqu'on se retrouve autour d'une table, ce n'est pas pour mettre certains sujets, c'est-à-dire les poser sur la table, et d'autres les mettre sous la table. On ne se fait pas un jeu de pied sous la table. Le Congo est un État, est une nation. Et nous, qui sommes d'une frange de la population congolaise, nous ne sommes pas des révolutionnaires, nous ne sommes pas des rebelles. Nous sommes une frange du secteur privé qui ne demande qu'à être accepté comme tel et surtout à l'accepter comme partenaire. Et en cela, nous appuyons les efforts du président de la République et du Premier ministre, chef du gouvernement, lorsque sous l'impulsion de ces deux que je viens de citer, a été mis en place un comité national de concertation. Pour obtenir des concessions, il faut se parler. Pour se parler, il faut un cadre. Ce cadre a manqué entre les pouvoirs publics et le secteur privé. Au point où les pouvoirs publics se sont sentis très libres et autorisés, deux fois de manière unilatérale, de décider pour le destin des acteurs du secteur privé. Cela n'est pas normal. Monsieur le journaliste, votre exercice est très louable de poser des questions. Mais je vais me permettre de poser des questions, pas à vous, sur votre plateau, mais à nos responsables d'administration publique et à nos décideurs politiques. Depuis que le Congo est Congo, avons-nous déjà appris que les retards de salaire, les salaires des fonctionnaires, ont été payés avec des cotes? Avons-nous appris que les pensions de nos chers parents qui ont servi avec dévouement cette nation a été payée avec des cotes? Je ne pense pas. Il ne faut pas gérer le pays en créant des poches de frustration. Nous sommes tous fils de ce pays. Il n'y a rien qui nous échappe. Étant donné que nous sommes acteurs nationaux du secteur privé, nous sommes au courant de toute la situation économique de notre pays. Nous connaissons les sacrifices que nous devons consentir. Mais cela s'obtient autour d'une table et lors des négociations parce qu'un cadre existe. Et ce cadre, comme l'a dit tout à l'heure le président Mazibi, cette commission des acteurs économiques nationaux a été mise en place sous la houlette du secrétaire permanent du comité national de concertation entre les acteurs des administrations publiques et ceux du secteur privé. Nous nous sommes retrouvés, non pas pour aller en rébellion contre un décret qui venait d'être pris, mais pour essayer de regarder comment est-ce que ce décret pouvait, tant soit peu, essayer de soulager ces acteurs du secteur privé. Et c'est en cela que le président Mazibi évoque la question
des mesures d'accompagnement. Alors, M. Boka, est-ce que ce n'est pas aussi le fait pour le gouvernement de constater que ces secteurs des opérateurs économiques n'est pas peut-être très organisé, on parle des opérateurs économiques fictifs. Est-ce qu'à ce jour, vous pouvez nous confirmer que le terme est valable, on continue de parler d'opérateurs économiques fictifs? Mais à ce point-là, c'est vous qui l'avancez. Le terme fictif, c'est vous qui l'avancez. C'est le gouvernement qui l'a employé. Mais le gouvernement qui le dit, la dette qu'il gère n'est pas fictive. Le gouvernement gère la dette à base d'un fichier. Et ce fichier-là, il existe. Ces acteurs économiques existent. Ces entreprises existent. C'est ça le problème. Alors, monsieur Jolfra, cette fois-ci, vous allez prendre la parole. Donc, tout ce qui vient d'être dit, je voudrais avoir quand même ton sentiment. Oui, merci monsieur Nouveau pour la parole. Je suis solidaire à tout ce que les autres ont dit et je voulais ici commenter un fait. Vous avez posé une question sur les faiblesses du gouvernement sur l'application du décret 2009. Il est précisé dans ce décret, vous allez à l'ARMP, on vous prend le document. Il est bien précisé que dans les 90 jours qui suivent, vous devez être payé. Et quand vous n'êtes pas payé dans les 90 jours, le mot décote n'existe pas dans ce décret-là. Dans la loi, dans le jargon d'affaires, le mot décote n'a pas existé parce que ce mot n'est pas textuel. C'est plutôt les intérêts moratoires qui existent. Donc, alors, à ce moment-là, l'État inverse la pyramide. N'ayant pas été capable de respecter les engagements, et au lieu de respecter les textes en accordant les intérêts moratoires aux entrepreneurs, parce que c'est l'État qui a causé le retard, et encore, permettez que j'ouvre une petite parenthèse, on parlerait de la décote si on considérait les intérêts moratoires, et à ce moment-là, on pouvait décoter les intérêts. Tout à fait. Il y a des intérêts qui courent, on dit écoutez, nous allons payer, le principal reste fixe, mais les intérêts qui courent, bon, nous allons les décoter à 60, 75%, même à 100%, ça pouvait être là une contribution du secteur privé à la relance de l'économie nationale. Mais venir décoter le principal, vous vous rendez compte? Je prends un exemple bête. Je suis un petit commerçant du coin. Je vais à 45 km ou à 100 km, j'achète mon manioc. Je viens, je te le livre. On s'accorde. Le prix, c'est combien? 1000 francs le manioc. Tu le prends, tu es d'accord. Tout de suite, tu as consommé mon manioc et tu me dis, écoute, je te paye 350. Tu négocies pas. Tu imposes. Tu dis, c'est ça ou rien. Va te plaindre où tu veux. C'est ce qui se passe. Comme ça se dit avec des mots compliqués, le Congolais lambda a parfois du mal à suivre le débat, a parfois du mal à comprendre ce qui se passe. Et donc, l'opérateur économique qui n'est pas seulement traité de véreux est aussi pris pour un plaintif. Parce qu'on devient plaintif. Il passe à la télé pour se plaindre. C'est quoi cette affaire de dette? Voilà. Ça, c'est le premier fait qu'il fallait relever. Le deuxième fait, c'est qu'il faut reconnaître que le décret est là, il a force de loi, ça a été dit par mes prédécesseurs, et donc il doit s'appliquer. Mais il faut reconnaître que ce décret a eu des faiblesses. Et donc notre combat aujourd'hui, ce n'est pas rejeter le décret parce que nous allons pas en affront. Nous n'allons pas affronter le gouvernement pour faire chercher à avoir un rapport de force. Mais nous voulons, comme on a dit, le cadre étant créé, il faut que nous nous asseyions pour regarder comment équilibrer ces faiblesses. Les faiblesses qui sont reconnues dans ce décret. Alors, Président, l'État, pour bien gérer cette dette de manière transparente, a commandé des audits. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir quand même, vous avez certainement les résultats de ces audits? Ben, merci pour la question. Nous avons décrié dans notre déclaration la façon avec laquelle ces audits ont été réalisés. Vous comprenez que jusqu'aujourd'hui, nous avons des entreprises qui ont réclamé et qui n'ont jamais été publiées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne connaît pas les limites des travaux de ces audits.
je crois que le ministère des Finances, en accordant ce marché à ces deux cabinets, avait limité. Mais ces audits sont illimités. Et quand ça devient illimité, il y a un problème. Et si, bien que parmi nos réclamations, c'est de dire qu'il faut arrêter avec ces cabinets d'audit, parce que pour nous, nous n'approuvons pas des pratiques qui ont été réalisées par ces cabinets d'audit. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs d'entre nous ne se retrouvent pas lorsqu'on parlera de paiement de la dette intérieure. Plusieurs d'entre nous. Et quelquefois, les dossiers sont rejetés pour des motifs farfelus. Je prends le cas, nous avons les dossiers 2012 pour lesquels les audits ont bien réceptionné les documents, ont accepté les documents, mais pour valider, ils ont envoyé les dossiers à la DGB. Est-ce qu'il revenait au cabinet d'audit de demander à la DGB de décider? C'était à eux d'aller à la DGB pour vérifier l'effectivité du service fait. Mais ce n'est pas aussi à la DGB qu'il faut demander, c'est au Trésor. Et nous avons fait le travail à leur place. Nous sommes allés au Trésor, on a regardé dans le système, toutes les entreprises ont les dettes vis-à-vis de l'État. Donc il y a un problème pour nous au niveau du secteur privé. Nous pensons que le travail n'a pas été bien fait, ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, il y a parmi nous des collègues qui sont passés à l'audit, qui ont fait des réclamations. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de publication. Donc voilà, c'est un aspect très important parce que plus que l'État ne paye pas, plus que nos entreprises sont tirées vers le bas. Plus l'État ne s'engage pas à respecter ses engagements, plus nous croupillons, nous souffrons. Et c'est pour cela que les échanges que nous avons commencé avec le gouvernement doivent être félicités parce que peut-être, j'espère qu'à partir du mois de mars, comme l'État a pris l'engagement, on va commencer à payer et voir comment d'autres partenaires pourraient être intéressés par le paiement de la dette, pour le rachat de la dette intérieure. C'est une préoccupation pour le secteur privé. Monsieur Boussassou, un commentaire sur les audits commandés, mais qui, dit-on, n'ont pas donné les résultats escomptés, il y a encore un flou. Un petit commentaire sur... Vous savez, au dire du président, je vais ajouter quelque chose. Déjà, pour l'administration publique congolaise que nous connaissons tous, il y a des faiblesses dans l'archivage des documents. On ne peut pas, pour une même créance, recruter 5, 3 ou 4 cabinets pour faire le même travail. Question d'efficacité, certainement. Vous dites question d'efficacité, mais moi je voudrais pour des soucis d'économie. Si nous arrivons à parler de décote, si nous arrivons à parler de ce que vous avez réclamé de concession, c'est simplement parce que l'État ou les pouvoirs publics se trouvent déficitaires. Donc, entre bien gérer déjà ce que l'on a avec une seule audit efficiente, pertinente et efficace, c'est le Congo qui gagne. Que d'en faire plusieurs. Celui qui vous parle, lorsqu'il a commencé ses activités en tant qu'acteur économique national, j'ai eu à livrer des tables bancs. Et c'était pour la première fois que cette créance ne soit pas payée par le Trésor public et qu'elle soit orientée à la CCA. Les premières années d'audit, cette créance apparaissait. Jusqu'au jour où elle a disparu. Elle a disparu dans la manipulation des documents, qui sont malheureusement mal conservés dans nos administrations publiques. Non, ne faisons pas comme ça. Je vous dis, monsieur le journaliste, les pouvoirs publics ne peuvent pas être ceux qui passent la commande publique et qui exécutent aussi cette commande publique. Le pays, le Congo, sinon aucun pays dans le monde, ne se développe que par des décrets, que par l'administration publique. Les créateurs de richesses, les créateurs d'emplois sont les chefs d'entreprise, sont ceux qui sont communément appelés dans notre pays opérateurs économiques. Et dans le même élan, en réalité, il n'était plus normal pour le gouvernement de la République d'organiser des audits, dès lors que dans la chaîne de la dépense, lorsqu'on arrive au contrôle des marchés par la DGCB,
l'entreprise est contrôlée et il y a un certificat, donc un PV qui est signé entre l'administration publique et l'entreprise qui certifie, confirme que le travail a été bien exécuté. Et ce dossier passe au mandat. Lorsqu'il passe au mandat, on vérifie si réellement l'entreprise a exécuté les marchés. Et nous, aujourd'hui, nous ne comprenons pas la mécanique. Cette mécanique, toujours, où il faut envoyer les dossiers et d'autres s'arrivent à la CSA, il faut contrôler. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau des décisions. En fait, il faut aujourd'hui, si on ne reconnaît pas le travail qui est fait par la DGCB, mais il faut sanctionner. Parce que j'ai comme l'impression que le gouvernement ne sanctionne pas. S'il y a méfiance, si l'État n'a plus confiance aux états du contrôle des marchés publics, ils n'ont qu'à sanctionner. Ils n'ont qu'à sanctionner, c'est ce que je pense. Parce que si on ne sanctionne pas, et si on se méfie, et c'est l'entreprise qui paie le prix. Le dossier arrive au trésor, on suppose qu'il a été contrôlé. Que le service a été rendu à l'État. Lorsqu'il arrive à la CCA, pourquoi engager les cabinets d'audit? C'est ce qui est anormal à notre sens. Et monsieur le journaliste, je voulais dire quelque chose pour que vous compreniez un peu le contenu qu'il y a dans le code de procédure des passations de marché. Il y a des instruments de rigueur, c'est-à-dire de contrôle, dans le code de procédure et des passations des marchés. Vous avez une direction qu'on appelle l'autorité de régulation des marchés publics. Vous avez la direction générale du contrôle des marchés publics qui opère des contrôles a priori et a posteriori avant que le dossier ne tombe dans le circuit de la chaîne de la dépense, exact, qui est l'engagement, la liquidation, le mandatement et enfin le paiement. Je vous disais tout à l'heure que les pouvoirs publics, dans leur rôle régalien de régulateur, se tirent plusieurs fois des balles sur leurs pieds. On ne peut pas faire comme ça. Parce que, soit on admet qu'il y a inefficacité dans ces organes de contrôle, qui sont la DGCMP, qui sont l'autorité de régulation des marchés publics, et au niveau de la direction générale, on va dire, au niveau du ministère des Finances, avec une direction générale du budget, qui vérifie si cette ligne existe bel et bien dans la codification, et la direction générale du contrôle budgétaire, qui fait notre contrôle. Donc tous ces instruments de contrôle sont au service des pouvoirs publics qui passent la commande. Donc lorsque les dossiers ont traversé toutes ces barrières, lorsque les dossiers arrivent au niveau du trésor, ils ne devaient plus avoir droit de citer dans la contestation de ce contrat. On ne peut pas le dénoncer parce qu'on n'a plus de trésorerie. Exact. Un marché qui a suivi tout ce parcours, arrivé à la fin du parcours, c'est-à-dire qu'au bout de la chaîne, au bout du maillon de la chaîne, c'est à ce moment-là que vous revenez pour dire non, on ne peut pas le payer. Mais comme a dit le président Illich tout à l'heure, on ne devrait pas négocier sur le capital, parce que ce capital, cet entrepreneur, ce chef d'entreprise congolais, qui a osé compétir dans un dossier d'appel d'offres, qui a été notifié de l'adjudication, l'attribution du marché, c'est un félicite. Hein? C'est une félicitation pour ce monsieur. Mais comment vous pouvez dire à ce monsieur qui est allé voir son banquier, parce que l'une des exigences du code de procédure des marchés publics, c'est de dire que dès lors que vous êtes notifié, vous devez d'abord réaliser la commande. Vous devez exécuter la commande. Et c'est ensuite quand vous payez. Monsieur le journaliste, vous m'avez passé la commande des micros. Vous ne savez pas par quel moyen, par quelle gymnastique, j'ai réussi à vous livrer les micros. Vous les avez utilisés, vous les avez palpés. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Vous les avez obtenus. Vous ne savez pas comment j'ai fait. Je suis certainement allé voir mon banquier pour lui dire, écoutez, faites-moi une avance de fonds.
mettons en place un mécanisme de soutien, d'appui, mais parce que là aussi, le Congo ne dispose pas d'une banque d'investissement. Le Congo ne dispose pas d'un fonds de garantie. Je ne voudrais pas me lancer dans le fonds FIGA. Ça, les Congolais, chacun a un peu sa petite idée, mais je dis simplement que le tissu national, secteur privé n'est pas soutenu. Donc, respecter ceux-là qui, par des mécanismes qu'ils arrivent, c'est-à-dire des arrangements qu'ils font avec leur banque, de satisfaire à l'exigence de la commande publique, mais respectez-les, payez-les simplement, que de toujours faire ces audits à non jamais se terminer. Alors, monsieur le journaliste. Alors, monsieur Moka, est-ce que franchement, cette question dette intérieure, on en parle toujours de dette intérieure, on a l'impression que cette dette n'est pas maîtrisée, c'est-à-dire que, bon, c'est vraiment un flou qui entoure cette question de dette intérieure. Est-ce qu'on a la maîtrise, franchement, de cette... Monsieur le journaliste, vous faites peut-être bien de poser cette question, mais j'étais aussi en droit de vous la poser. Mais qui devrait maîtriser la dette? Est-ce moi, le chef d'entreprise? Maîtriser ce qu'on me doit, oui, mais je ne peux pas maîtriser ce qu'on doit à toutes les entreprises du Congo. Cette question-là, elle reviendrait bien à monsieur le ministre des Finances. Président, vous avez déjà, vous aurez certainement les négociations, mais l'État vous poserait la question, est-ce que dans votre secteur, si vous voulez, tout est actualité en termes de fichiers, et qu'une fois arrivé, l'État n'aura plus de difficulté à savoir, oui, au niveau de la commission du secteur privé, ils sont tons. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez l'assurer quand même? Merci pour la question. Je pense que la commission, son rôle sera justement d'atteindre cet objectif, d'assainir la dette intérieure, de savoir que le stock de la dette intérieure est de tel montant. Et tant qu'on ne va pas régler la question des réclamations, on ne pourra pas dire que la dette intérieure est de tel montant, puisqu'il y a encore des réclamations. Donc, je pense que ce travail de la commission est un travail très important, au cours duquel, avec nos partenaires du gouvernement, nous allons nous asseoir calmement, point par point, essayer d'éradiquer les zones d'ombre et de tomber d'accord sur un montant global de la dette. Pour nous, nous pensons que la dette intérieure du Congo n'est pas le montant qui a été présenté officiellement. Nous pensons qu'il y a encore des zones d'ombre. Alors, M. Djolani, nous savons tous qu'un pays ne peut pas vivre sans secteur privé. Naturellement, le secteur privé joue un rôle capital. Alors, présentement, quelle est la situation des opérateurs économiques? Mais je crois que, merci une fois de plus, je crois que depuis que nous parlons, nous tournons autour de cette question. La situation, comment elle est présentée? C'est le chaos. La situation est chaotique. Tout à l'heure, le président Paul Nestor a dit que même ceux qui ont perçu de 10 à 50 millions, allez-y vérifier lesquels ont été capables de relancer leurs activités. La politique qui est mise en place nous fait miroiter une bonne volonté de relancer le secteur privé. Lancer le secteur privé parce que, je vais vous rappeler un fait, je crois que nous ne l'avons pas oublié. Nous sommes allés à la conférence nationale et parmi les décisions de la conférence nationale, le Congo a opté pour l'économie du marché. Je ne veux pas développer là-dessus, mais sur quoi se base l'économie du marché? C'est sur le secteur privé. Donc, les discours vous font miroiter quelque chose de meilleur. Là, vous posez une très bonne question parce qu'il s'agit là de la vie du secteur privé et de l'assainissement du climat d'affaires. Pendant que nous parlons de ces affaires, pendant que nous parlons de ces histoires, pensez-vous qu'un investisseur peut quitter l'étranger ou celui qui a ses fonds au Congo peut se lancer dans les investissements, y mettre son argent pour qu'il subisse demain une décote de 106%? Mais non. Donc, c'est un effort. Nous ne voulons pas diaboliser le gouvernement. À un certain moment, nous nous sommes dit qu'il faut comprendre le gouvernement, il faut aller avec le gouvernement, parce que nous sommes en train de traverser une zone de turbulence. Mais alors, du côté du gouvernement, est-ce qu'il y a ce sentiment de soutenir son secteur privé et de le propulser? Partout ailleurs, c'est comme ça. C'est l'État
Ce sont les gouvernements qui créent une couche donnée. C'est l'État qui doit créer ces entrepreneurs. Allez-y au Nigeria. Comment ceux qui viennent investir chez nous aujourd'hui dans le ciment, ils ont été créés par un système. Et si ma mémoire ne me joue pas de ça tout, c'est je crois Obasanjo qui a créé les Dangote. Le secteur privé congolais ne revendique pas grand-chose. Là, nous sommes en train de nous noyer là. Jusque-là, ne demandons pas que l'État nous subventionne, mais que l'État paye au moins ce qu'il doit à chaque entreprise pour permettre à l'économie du Congo de se relancer. Parce que l'économie ne va pas se relancer avec les salaires. Ça a été dit par le vice-président de la Chambre de commerce. Ce n'est pas avec les décrets, les arrêtés, les salaires, les pensions. Un pays ne se développe pas avec ça. Le pays se développe avec le secteur privé, les créateurs de richesses, les créateurs d'emplois. Et quand on a pris une loi, il faut la respecter. Il faut faire attention d'en prendre une nouvelle. Il faut d'abord regarder en arrière, qu'est-ce qu'on a d'abord pris comme décision. À ce moment-là, en comparaison de ce qu'on a d'abord pris comme décision, on peut, dans le cadre de l'amélioration, aller de l'avant en prenant une autre loi. Je reviens tout sur ce décret parce que ça fait couler de l'encre. Donc, ce décret vient une fois de plus enfoncer le clou sur le malheur des entrepreneurs congolais. Oh, mais expliquez un peu aux Congolais lambda, c'est quoi paiement avec des codes? Paiement avec des codes veut dire je te dois 10 000 francs, d'accord? Je suis d'accord, je veux te payer les 10 000 francs, mais dans tes 10 000 francs, je veux enlever de droit quelque chose. Le fait d'enlever, c'est ce qu'on appelle des codes. Enlever dans ta dette. Pas, nous avons les frères dans le quartier que nous appelons communément bailleurs de fonds. Nous allons les voir quand nous avons des problèmes sociaux dans nos familles pour 100 000, 200, 300 000. Mais après, ils vous l'accordent moyennant un supplément de 10%, 20%, 30%. Et donc, un jour, vous pointez chez lui, vous ne comptez pas ses intérêts, vous dites, bon, le principal était à 30 000, je ne te paye pas les intérêts, ça n'existe pas dans ma tête, de 30 000 là, j'enlève 50%, donc je te paye 15 000. C'est ce que l'État fait. C'est ce qu'on appelle la décote. C'est enlever dans ce qu'on vous doit. Peut-être que les frères vont me compléter, mais dans le langage simple que tout le monde peut comprendre. Tu me dois 10 000, tu dis que tu vas me payer les 10 000, mais dans ces 10 000, tu enlèves quelque chose. C'est toi qui décides. Et je l'ai dit tantôt que ça ne devait pas être comme cela. Au lieu de la décote, c'est les intérêts qui devaient s'ajouter. Il faut que nous allons vérifier avec la Banque mondiale, avec les partenaires au développement, quand ils nous accordent les prêts, avec eux, si c'est le principal qui est décoté ou si c'est les intérêts qui sont décotés. Il faut aller voir et nous reviendrons sur ce plateau pour en débattre encore. Alors, Président, est-ce que dans ce combat que vous menez, vous vous sentez assisté par d'autres entités, soit-elles publiques, pour vous appuyer, afin que ce dossier puisse aboutir? Ben, la preuve en est, nous travaillons avec le Comité national de concertation qui a pris la situation à bras-le-corps. Je pense que là, nous félicitons cette institution qui nous accompagne dans ce combat et je pense que nous allons y arriver. Vous savez, dans le dernier discours du président de la République, il parle d'évaluation. Nous devons évaluer la question de la dette intérieure pour voir ensemble comment est-ce que la dette a été payée, qu'est-ce qui reste à payer. Les entrepreneurs, je reviens et autour de cette table, nous ne cessons de le dire, les entreprises souffrent. Et quand bien même on paie régulièrement les salaires des fonctionnaires, parce qu'on pense que les fonctionnaires ont plus de droits que les chefs d'entreprise, mais sachez, je vous informe, que c'est grâce à l'impôt payé par les entreprises qu'on paie les salaires. Donc si nous voulons améliorer la situation des Congolais, la situation sociale des Congolais, donner de l'emploi aux Congolais, comme le veut le président de la République dans son discours, il parle de la jeunesse, il parle qu'il faut renforcer, il faut donner des moyens aux jeunes pour qu'ils ne puissent plus aller vers les pratiques que nous condamnons tous, de bébés noirs et autres. Il faut relancer les petites et moyennes entreprises. Ce sont les petites et moyennes entreprises sont des créateurs de richesses. Et c'est ce que nous réclamons d'ailleurs. Donc nous sommes partenaires du gouvernement parce qu'en tant que petites et moyennes entreprises, nous contribuons à l'amélioration de la condition de vie des Congolais. Donc c'est pour cela que nous n'avons pas
chercher pour le règlement de cette question, aller en guerre contre le gouvernement. C'est un partenaire pour nous, il doit nous faire confiance, nous devons travailler d'étroite collaboration tout en regardant sans parti pris, froidement, la situation des entreprises pour qu'ensemble, nous puissions relancer la machine économique. Il s'agit pour nous de travailler ensemble. Le gouvernement ne doit plus décider à notre place. Le gouvernement doit savoir qu'il y a des principaux créanciers, ceux-là qui ont accompagné le programme du président de la République. Sachez que ce sont des entrepreneurs qui accompagnent le programme du gouvernement. Alors il faudrait aussi que le gouvernement comprenne que ceux-là qui prennent des risques, qui prennent des crédits auprès des banques pour accompagner le gouvernement, doivent être accompagnés. Aujourd'hui, M. Nzolofo a parlé qu'au Nigeria, le gouvernement a sorti des hommes d'affaires comme des Dangote. Donc il faut des champions. Il faut que l'État congolais apprenne à fabriquer des champions. Nous avons eu beaucoup d'argent dans ce pays. À la fin de tout ce que nous avons eu comme bon pétrolier, au sorti de là, on devait avoir des champions. Et c'est encore possible de créer des champions. Les champions, il y en a. On peut les créer, les fabriquer, comme ça se passe aujourd'hui au Burkina Faso, un peu partout. Au Congo, nous avons des entreprises qui sont prêtes à aller vers la croissance, vers le développement de notre pays. Donc nous sommes compétitifs. Qu'est-ce qui nous manque? Rien ne nous manque. On n'a pas de banque d'investissement, a dit le président Bossassou, et c'est le constat même du gouvernement. Nous devons créer un environnement propice au développement des entreprises. Et c'est à cela qu'il s'agit. Et c'est lorsque nous aurons créé un environnement propice au développement des entreprises que demain, tous ces mots que nous sommes en train de décrire vont terminer. Aujourd'hui, nous importons près de 700 milliards de francs CFA des produits de l'extérieur. Mais comment arriver à diminuer ça si nos entreprises sont faibles? Président, nous allons sûrement vers la fin de cette émission. La nouvelle dynamique que vous venez de créer nécessite une adhésion massive. Est-ce qu'il y a encore des opérateurs économiques quelque peu frileux par rapport à l'initiative et qu'est-ce que vous leur dites? C'est un appel que je lance aux créanciers, que nous avons amorcé là une bonne démarche. Nous nous sommes battus pendant plusieurs années à chercher un cadre de dialogue, on ne l'a pas obtenu. Je pense qu'il faut profiter de cette occasion pour remercier les entrepreneurs qui, en dépit des difficultés qu'ils ont eues, se sont calmés, dire que maintenant on peut parler ensemble avec le gouvernement. Qu'ils comptent sur les actions que nous sommes déjà en train d'entreprendre avec le gouvernement pour que nous puissions atteindre des résultats. N'est-ce pas? Ce ne sera pas dans la rue, dans la contestation, dans la négation que nous allons pouvoir trouver des solutions. Le président de la République lui-même, dans son discours, a incité les membres du gouvernement à organiser le dialogue au sein de leur ministère, afin d'éviter des éternelles contestations. Je pense que c'est une démarche qui est bonne pour le secteur privé, et je pense que nous adoptons cette posture afin que finalement, dans les années à venir, le Congo le secteur privé reprenne sa place dans le développement économique de notre pays. N'oubliez pas que nous sommes dans une économie de marché où c'est l'entreprise qui doit être en premier rang. C'est l'entreprise qui devrait être placée au premier rang. Et si l'entreprise avance, ça veut dire que le social va avancer, ça veut dire que tous les secteurs vont avancer. Je pense que c'est notre raison de venir à votre plateau pour essayer d'expliquer un peu les motivations qui sont les nôtres, la démarche qui est la nôtre. C'est une démarche de dialogue, de concertation, de recherche de solutions par les voies d'échange. Et ça, c'est la meilleure façon pour nous de pouvoir trouver des solutions à nos problèmes. Oui, M. Bossassou. Oui, je voulais renforcer cet appel du président Paul Nestor Mandibi, qui est président de la commission du secteur privé, pour essayer de gérer cette question de la dette, mais en partenariat avec le pouvoir public. Je voudrais dire à tous ceux qui sont encore hésitants qu'il est temps
de s'unir, de se mettre ensemble, ce n'est que lorsque nous formerons une grosse masse critique que nous pourrons faire bouger les lignes. La nature a horreur du vide. Et ça, je le dis à certains partenaires. Je porte haut la voix de la Chambre de commerce, mais en fait, je porte haut la voix de la conférence permanente des chambres consulaires du Congo pour dire que la politique de la chaise vide n'a jamais produit de résultat. Il vaut mieux être là où les choses se débattent, se discutent, là où les lois se construisent, là où les concessions se font, que d'être absent de cette table de négociation. La guerre, ce n'est pas entre nous. Nous ne devons pas confondre d'adversaires. Le secteur privé national doit être un et indivisible. Ce n'est qu'à cette stature parfaite que nous arriverons à imposer à notre partenaire public notre existence. Je vous disais tout à l'heure que pour faire des concessions, pour discuter, il faut déjà admettre l'existence de l'autre. Il faut l'admettre et il faut l'inviter à des négociations. Ce cadre doit être permanent. Il ne doit pas être ponctuel, il doit être permanent. Ce cadre d'échange, de la dynamique que nous avons lancée avec les pouvoirs publics, en consultation à la primature, en consultation au ministère de l'économie et des finances, nous voulons que ce cadre soit pérenne. Vous savez, monsieur le journaliste, il n'existe aucun foyer stable si l'homme, avec un bâton, une arme à feu en main, est en train de diriger son foyer. Dans nos cellules familiales, nous expérimentons déjà ces notions de dialogue, ces cadres de dialogue. Monsieur est le chef de la famille, le code de la famille nous le reconnaît. Oui, nous sommes chefs de famille, mais nous ne sommes pas des dictateurs. Nous ne devons pas nous poser en féodaux. Nous devons toujours associer notre chère et tendre épouse à toutes les décisions, à toutes les innovations que nous voulons apporter au sein de la structuration de cette petite famille. Mais au plan national, c'est pareil. Au plan de la nation, c'est pareil. Je voudrais terminer en disant que hier, en suivant le Premier ministre, lorsqu'il s'adressait au premier citoyen de la République, il a émis un souhait. C'est celui de fabriquer des champions nationaux. Nous n'allons pas répondre au président de l'exécutif, au patron de l'exécutif. Mais nous voulons simplement titiller à son oreille. Et la préférence, l'oreille droite. Qu'il existe au niveau du Congo, il existe déjà une pépinière de ces futurs champions. Cette pépinière n'a besoin que d'encadrement, de renforcement de capacité et surtout d'appui, de soutien et d'accompagnement pour éclore. Ceux dont ils ont fait allusion hier au Palais des Congrès ne tomberont pas du ciel. Ils ne seront pas nés aujourd'hui en 2024. Ils existent, ils exercent. Et monsieur le journaliste, nous voulons rappeler à tous nos compatriotes congolais. Oui, il est souvent dit, entendu, proféré que les opérateurs économiques congolais sont véreux. Monsieur le journaliste, dites-moi dans quelle corporation, dans quel domaine, dans quel secteur d'activité, au Congo, dans notre sous-continent, sous-région, je veux dire, et dans le monde, il n'existe pas des faux et des vrais. Il y aura toujours des enfants gâtés et il y aura toujours ceux-là qui s'élèvent par leur mérite. Les antivaleurs, il y en a dans tous les domaines et dans tous les secteurs d'activité de toutes les nations du monde. Vous trouverez ceux qui aiment le gain facile, mais vous trouverez aussi ceux qui mouillent le maillot. Et autour de la Chambre de commerce, nous avons réussi à fédérer la majorité des syndicats patronaux
pour leur dire, venez, nous, interface des pouvoirs publics et du secteur privé, avec vous, en appui, nous pourrons faire bouger les lignes et nous pourrons certainement améliorer l'outil de notre rémunération. J'ai dit. Voilà, c'est peut-être cet appel qui m'aidera faire une autre émission, mais je vais quand même donner la parole au président en dernier pour dire que généralement dans ce pays, on a vécu toujours des histoires où on peut dire que ce sont les opérateurs économiques, mais il y a quand même parfois l'ingérence politique. Bon, peut-être on ne craint pas que cela arrive parce que l'expérience a montré que même dans ce dossier des opérateurs économiques, on me dit que bon, il y a certains hauts dignitaires qui ont des entreprises aussi qui aujourd'hui ne vivent peut-être pas la même situation. Donc, président, vous allez peser de votre poids pour persuader les hésitants, pour briser certains obstacles et donc vaincre ce combat. Je crois que c'est bien ça l'ambition. C'est bien ça. Je tiens donc à remercier le président Paul Obambi, le président du Conseil national de concertation, public-privé, le président du COPECO, le président de la COGEPACO, qui d'ailleurs se sont mis ensemble pour aller vers le gouvernement, échanger, discuter, afin que le secteur privé puisse trouver une lueur d'espoir. Et nous invitons également, suivant l'appel du vice-président de la Chambre de commerce, les autres partenaires qui sont des responsables des syndicats patronaux à bien vouloir se joindre à nous afin qu'ensemble nous puissions bâtir un socle, une task force qui permette à ce qu'on nous prenne au sérieux et qu'aujourd'hui le gouvernement ne va plus décider sans associer le secteur privé. Et c'est à cela que nous sommes en train de nous battre. Bien, c'est par ces mots du président que nous mettons un terme à cette tribune spéciale consacrée à la dette intérieure commerciale et surtout au remboursement des arriérés intérieurs commerciaux et sociaux. Je rappelle que nous avons reçu dans cette tribune la commission du secteur privé conduite par Paul Nestor Mwandibi, qui est par ailleurs le président du congrès des chefs d'entreprise du Congo. Nous avons également reçu M. Boussassou Didas, il est vice-président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers du Brazzaville. Nous avons également reçu M. Mpo Moka Basile, premier vice-président du COGEPA. Et puis, nous avons reçu également M. Ange Djoufoua, qui lui est vice-président du COPECO. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette tribune. Nous vous remercions infiniment pour ce temps que vous avez consacré pour nous suivre. Et la diffusion de cette tribune vous sera proposée dans les tout prochains jours. Au revoir et restez branchés sur Go Radio.